Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle causerie ce soir. Mais avant de commencer cette causerie, je voudrais m'adresser à Michel Poivert, l'un de nos invités. Michel, merci. Merci parce que votre livre, paru en 2020, et je suis sûre que je suis la dernière à vous le dire, que des centaines de gens vous l'ont déjà dit, merci parce que votre livre, 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours, a été pour tous ceux qui s'intéressent à la photographie, pour tous ceux qui, dans ce pays, aiment la photographie, non seulement un immense bonheur de lecture, mais surtout une claque salutaire, de celles qui remettent les pendules à l'heure, de celles qui réveillent et de celles qui redonnent du souffle. Parce que pour la première fois, un historien de la photographie, et non des moindres, vous en l'occurrence, se plongeait de manière exhaustive dans la production photographique de ce dernier demi-siècle en France, recensant les travaux de tous les photographes qui y ont œuvré, n'oubliant personne, et certainement pas Florence Chevalier qui est à mes côtés ce soir et qui est avec nous. Ce faisant, vous avez donné à voir, je dirais presque révélé, la richesse de la scène photographique hexagonale dans toute son ampleur. L'éventail est on ne peut plus large et la qualité des travaux fait que leurs auteurs n'ont absolument rien à envier aux stars du médium, hélas, anglo-saxonnes ou allemandes dans leur immense majorité. Parce que, au fond, qui a identifié la scène nationale qui peine à se définir elle-même comme française? C'est un peu notre question aujourd'hui. Le marché, pas vraiment. Dans un article paru en 2019, dans le Journal des Arts, Christine Coste osait, à juste titre, une comparaison entre un coquelicot de Denis Brillat et un poppy d'Irving Penn. C'est exactement, enfin, c'est la même fleur. Relevant qu'un tirage du premier réalisé en 1981 se vendait 15 000 euros, quand celui du second, donc de Penn, tiré en 2006, partait pour 125 000 $, soit 114 025 euros pour être précis. Pourtant, le coquelicot de Denis Brillat n'a rien à envier, là encore, à celui d'Irving Penn. Mais qui connaît Denis Brillat? Les grandes institutions, à part la BNF en 2019, qui a présenté la donation qu'il lui a faite. Il n'y avait pas eu de rétrospective de lui dans les grandes institutions parisiennes depuis 1965, toujours à en croire Christine Coste dans le Journal des Arts, et c'était au Musée des Arts décoratifs. Il suffit d'ailleurs de regarder les chiffres donnés par une étude menée pour le compte d'une association qui s'appelle le CLAP, Comité de liaison et d'action pour la photographie, qui regroupe 5 agences photo, donc Signature, Mods, Tendance Floue, Myope et Vue. Cette étude a été menée par Erika Weidman pour la prononciation, qui est la fondatrice et rédactrice en chef en France de Nine Lives Magazine, et qui pointait qu'en 2019, tenez-vous bien, la scène française représentait 25% des expositions du jeu de paume à Paris, 27% au bal, toujours à Paris, 46% de la toute petite galerie des photographies du Centre Pompidou, qui a 3 expositions par an, une thématique, une historique et une consacrée à un artiste, si ma mémoire est bonne. Quant à la Maison européenne de la photographie, toujours à Paris, elle est passée de 62,5% en 2018 à 6,67% en 2019. En région, par contre, les expositions dédiées aux photographes vivant sur le territoire français représentaient, quant à elles, 65% de la programmation des différents centres régionaux, en moyenne. Et pour Diagonale, je crois, Eric, que c'est 77%. La France, pourtant, est le pays de la photographie. C'est là où elle est née, c'est là où elle a prospéré, attirant, par exemple, dans l'entre-deux-guerres et après, les plus grands photographes. Celui aussi où on trouve, je crois, le plus grand nombre de centres d'art au monde dédiés au médium, 25 pour Diagonale,
ce dont nous parlerons ce soir donc avec Éric Gudimard à mes côtés, qui est le fondateur et le président de ce réseau. Celui aussi où se tient chaque année le plus grand festival de photos de la planète, Arles. Arles, Fanny m'a donné les chiffres, hein, c'était 25% en 2019 et en 2021, 25% de photographes français présentés dans ce festival. La France, encore, où chaque mois se tient en novembre, demain, après-demain, le salon Paris Photo qui attire les galeries internationales les plus puissantes, faisant de cette foire la place forte du marché. Alors, à côté de quoi sommes-nous passés pour que tout cela conjugué, peu, pour ne pas dire nul, pas même elle-même, n'arrive à identifier la scène française. Pour que la photographie attire les foules, à chaque fois, on le voit avec les records les records de fréquentation de certaines expositions, mais que les photographes résidant en France se portent si mal. Pour que la délégation à la photographie créée en 2017 par Françoise Nyssen, alors ministre de la Culture, devienne un simple département au sein d'une nouvelle délégation aux arts visuels. Est-ce que nos musées ont réellement joué le jeu? Est-ce que l'État, devenu le premier acquéreur de la photographie réalisée sur son sol, n'a pas faussé les règles du marché? On posera la question à Fanny Escoulen, chef du département photographie au sein de la Direction générale de la création artistique au ministère de la Culture. Est-ce que nos galeries ont été à la hauteur? Est-ce que notre capacité à pratiquer le French bashing de façon immodérée n'a pas fini par nous achever? Autant de questions passionnantes, autant de questions provocantes qu'on va tenter d'aborder en 1 heure. Je crois qu'on a un tout petit peu plus. Dans un débat que je souhaite articuler autour de 4 thèmes. D'abord, dire ce à quoi ressemble cette scène française dans sa richesse, dans sa diversité. Revenir sur le rôle des institutions nationales pour lui donner de la visibilité. S'interroger sur l'absence de reconnaissance marchande, ou en tout cas très faible reconnaissance marchande de cette scène. Et enfin, une note d'espoir, voir quelles mesures on pourrait prendre pour améliorer la situation. Mais avant de commencer, je voudrais vous présenter nos invités. Michel Poivert, donc, vous êtes depuis 2006 professeur d'histoire de la photographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous présidez le Collège international de la photographie, un projet qui est en train de voir le jour, qui est implanté à la Villa Daguerre à Brie-sur-Marne et qui est dédié à la conservation, à la transmission et à la transmission des savoirs photographiques. Vous avez, je précise que vous menez déjà plusieurs projets hors les murs. Vous faites aussi partie du comité d'acquisition de la collection de la Banque Neuflis OBC depuis 2004. Vous avez été commissaire de nombreuses expositions, dont plusieurs consacrées à Nadar. En 2009, vous avez participé à celle du Centre Pompidou intitulée La subversion des images, surréalisme, photographie, film. Et en 2012, vous en proposiez une consacrée à Gilles Caron. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, outre celui qu'on vient de citer, dont une brève histoire de la photographie chez Azan. Et vous avez également présidé la Société de photographie de 1996 à 2010. Florence Chevalier. Florence, vous avez cofondé le collectif Noir Limite avec Jean-Claude Bellégou et Yves Trémorin en 1985, revendiquant les limites du photographiable, qu'il s'agisse du corps, du sexe, de la mort et du sacré, ce qui a valu à deux des expositions du collectif, Corps à corps et La mort, d'être censurées. Vous avez travaillé sur de nombreuses séries depuis votre séparation en 1992, certaines dans lesquelles vous vous mettez en scène, une autre qui est consacrée au paysage de votre enfance à Casablanca, et plus récemment, ce travail sur la couleur et la matière qui mêlait étoffe et oiseaux et qui a fait l'objet d'une publication aux éditions Naïma. Vous avez obtenu le prix Niepce en 1998. Vous avez exposé un peu partout en France et en Europe et vous enseignez la photographie à l'École des Beaux-Arts de Bourges depuis de nombreuses années. Éric
Éric Gudimard, vous êtes photographe, vous êtes enseignant, vous êtes commissaire d'exposition et vous dirigez les ateliers de l'image à Marseille, qui sont à l'origine du nouveau centre photographique de Marseille que vous dirigez également. Je précise que ce centre développe des actions de médiation, des formations professionnelles, mais aussi des résidences d'artistes, des commandes photographiques, des ateliers pour adultes et pour enfants. Vous y organisez aussi un festival, la Nuit de l'Instant, et un salon de photographie contemporaine qui s'appelle Polyptyque. Et vous présidez, comme on l'a dit, le réseau Diagonal qui a été créé à votre initiative en 2009 et qui regroupe 25 structures dédiées à la photographie en France. Fanny Escoulène, Fanny, vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et je crois que vous avez touché à tous les métiers autour de la photo, à l'exception de celui de photographe. Vous avez été responsable, je ne cite pas tout, parce que vous avez fait beaucoup de choses, responsable des expositions au Centre méditerranéen de la photographie de Bastia. Je crois que vous avez commencé là. Vous avez été directrice du département culturel de l'agence Métis. Vous avez cofondé avec Diane Dufour le BAL, dont vous avez assuré la direction ensemble jusqu'en 2014. Et vous avez également été commissaire de nombreuses expositions de photographie dédiées notamment à Antoine d'Agata, à Stéphane Duroy ou à René Bury, pour ne citer que ces trois-là. Vous avez aussi assuré la direction artistique de nombreux prix. Et vous êtes aujourd'hui, comme je l'ai dit, chef du département photographie au sein de la direction générale de la création artistique au ministère de la Culture. Voilà, on va partir sur 1 heure à peu près de questions et ensuite on donnera la parole à la salle. Je crois qu'on peut un tout petit peu déborder. Michel, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous disiez à quoi ressemble, à l'issue de vos recherches, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la scène photographique en France aujourd'hui? À quoi ressemble-t-elle? Bonsoir, une question à laquelle je vais répondre d'un point de vue d'abord tout petit peu méthodologique, Oui. c'est mon côté universitaire. La photographie en France est une réalité par Oui. ceux qui la font, ceux qui la produisent, mais il faut avoir accès à cette réalité. Et pour avoir accès à une réalité, il faut une représentation. Pour que ce soit une scène, il faut une représentation. Et on peut avoir des milliers d'acteurs, s'ils ne montent pas sur scène, s'il n'y a pas de représentation, on ne sait pas à quoi on a affaire. Donc on est à peu près dans cette situation depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus, 25 ans, puisqu'on n'a pas eu d'exposition majeure montrant un ensemble, avec un point de vue qui peut être subjectif, avec un curateur ou des curateurs. Bon. Et en fait, c'est ça qui manque. Ce n'est pas ni les photographes, ni les œuvres, j'irais même jusqu'à dire ni le marché. Il n'y a rien qui manque, la représentation. Et c'était en fait l'effet du livre que vous citiez tout à l'heure, qui est parti rapidement, qui a été réimprimé, parce que un livre qui marche, un livre, parce que, surtout un bouquin comme ça, parce qu'il répond à un besoin, avec ses qualités et ses défauts, mais il répond à un besoin. Et ça fait des années qu'avec des grands responsables de musées en France ou d'institutions, on le sait, on a besoin de ces expositions. Alors je dis exposition, alors le livre il en faudrait d'autres, mais des expositions, l'exposition c'est quand même quelque chose qui est le médium le plus adapté à voir ensemble, à donner à voir ensemble des correspondances. Mais une exposition collective sur la photographie française, alors il y en a eu beaucoup, qui étaient plus ou moins importantes, dans un moment très important, puisque je veux dire, les difficultés d'identité et d'identification de la photographie en France, elles datent du début des années 70, avec un moment fondateur qui est l'exposition que le grand conservateur de la photographie, Jean-Claude Lemagny, amène des États-Unis, qui est une exposition sur la photographie américaine en 71. Et à partir de ce moment-là, alors que tout vivait à peu près tranquillement autour des pères fondateurs de la photographie humaniste, c'était le coup de pied dans la fourmilière et le besoin en France de se situer par rapport à autre chose que l'hérédité nationale. Et ça a duré à peu près 15 ans de polémiques, de débats avec des grands critiques comme Michel Nurizami, etc., qui n'ont eu de cesse de dire mais il faut montrer, il faut dire qu'il y a autre chose. Alors bien sûr avec aussi le jeu de la critique en disant la photographie américaine c'est pas bien, etc. Mais elle a aimanté, comme pour la musique, comme pour le cinéma, elle a aimanté la production française.
mais du coup, qui, à chaque fois qu'elle a essayé de se représenter, il y a eu des expositions régulièrement au Musée d'art moderne de la ville de Paris, etc., eh bien, elle l'a fait assez maladroitement, c'est-à-dire en voulant finalement répondre à quelque chose qui était bien sûr fondamental, mais peut-être pas avec les mêmes armes, ça c'est certain, et peut-être pas avec la bonne méthode. Alors les choses se sont calmées, je dirais, avec l'arrivée du modèle de l'art contemporain dans les années 80. Il y a eu encore des expositions. Sayag a fait une exposition au Centre Pompidou, qui doit être à peu près la dernière dans les années 90, autour de la question de la France. Et puis après, il y a eu vraiment une absence. Mais pourquoi ? Il y a eu beaucoup de travaux monographiques, il y a eu beaucoup de photographes français montrés. Pourquoi ? Parce que peut-être que c'était compliqué. Vous disiez gentiment que tout le monde était content de ce livre, sauf ceux qui n'y sont pas. Et ça, c'est terrible, parce que, comme je le dis au début, ce n'est pas une anthologie. Et moi, je n'ai pas évacué des productions parce que je ne les trouvais pas intéressantes. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas tous les radars et qu'on ne peut pas tout dire. Mais ce que je veux dire, c'est que le retour de bâton que j'ai eu par rapport à ce livre me dit aussi qu'aujourd'hui, faire une exposition... Moi, je vais en faire une, mais plutôt historique là prochainement, mais faire une exposition aujourd'hui à l'instant T sur la scène, on va l'appeler la mise en scène de la photographie française, c'est quelque chose qui demande d'assumer vraiment fortement des points de vue. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut que ce soit vraiment curatoré, très fortement, mais avec un vrai point de vue qui embrasse, moi c'est mon truc d'historien, qui embrasse 3 voire 4 générations de photographes aujourd'hui. Vous citiez de Denis Briat à des photographes qui sont émergents, comme on dit aujourd'hui. Donc, alors, il y a eu 1 ou 2 expositions. François Cheval en a fait une à partir d'un dépôt du CNAP qui était très intéressante à Châlons. Et puis, il y en a une qui est très étrange et qui faudrait l'étudier encore plus à fond, qui est l'exposition de Jean-Luc Monterosso juste avant son départ de la MEP, qui est en fait une lettre d'excuse à la photographie française. Moi, je l'interprète comme ça, à partir des collections de la MEP, mais c'était à partir des collections de la MEP. Donc, je crois que c'était la photographie française existe, je l'ai rencontrée. Voilà. Et donc, c'était une manière de filtrer la collection sur le thème France, qui était très intéressante en elle-même. Mais voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, et encore une fois, il y a eu beaucoup d'envie et de débats. Moi, je crois que ce qui manque, c'est un moment fondateur de reconnaissance et pas simplement de bilan. Le point, on peut le faire, mais vraiment de boussole en disant voilà vers quoi quelque chose se dirige. Avec toutes les pratiques et toutes les générations. Et est-ce que c'est infaisable ? Je ne sais pas. Je ne saurais pas nécessairement faire. Mais le livre a été une tentative d'aller vers ça. Alors, dans le livre, vous décrivez aussi cette scène en disant c'est entre le récit de soi. On va revenir sur l'absence de représentation, le rôle des institutions. Mais là, je me tourne vers Florence. Michel, vous dites c'est entre le récit de soi et la tentation d'un regard universaliste que nombre de photographes se mettent à l'œuvre. Est-ce que vous reconnaissez dans cette définition, Florence ? Alors, vous avez dit le récit de soi. Le récit de soi et la tentation d'un regard universaliste que nombre de photographes se mettent à l'œuvre. Il n'y a pas de tentation, en fait. Ni le regard sur soi, ni l'universalisme sont séparés. Je pense que aussi bien moi que mes amis de Noir Limite, ce qui nous préoccupait, c'était justement de raccorder cet intime avec l'extime et de montrer que les préoccupations que nous avons tous expérimenté dans nos existences et que la photographie prend très très bien en charge quand on veut bien s'y consacrer, c'est-à-dire un vécu, un ressenti, une pensée du monde, mais aussi de soi dans le monde, n'exclut pas, en effet, alors le terme d'universalisme est un problème parce qu'il est quand même très critiqué actuellement. Ça fait appel à la philosophie des Lumières, qui, je dois le dire aussi, a construit ma pensée à une certaine époque et que maintenant peut-être je remets en question comme beaucoup de gens. Nous ne sommes pas universels, mais enfin il y a quelque chose peut-être dans cet humain que nous avons tenté de montrer dans nos photographies du corps, du désir, de la sexualité, de la mort, des préoccupations fondamentales, quasiment mythique et tragique. En fait, c'est ce tragique-là qu'il nous semblait, qu'il me semble peut-être encore, appartenir au collectif aussi. Est-ce que vous vous sentez appartenir à une école française de la photographie, à une scène nationale de la photographie ou pas ?
Moi, je ne me sens pas appartenir à quoi que ce soit, mais j'ai fait partie, avec quelques photographes dont certains sont ici, d'un atelier photographique français tel que Bernard Lamarche-Vadel l'avait défini en son temps, et auquel j'aimerais bien revenir maintenant sur la dimension justement de la nécessité que cette scène, enfin qui n'était pas nommée comme une scène, qui était nommée comme un atelier. Alors un atelier, c'est peut-être plus réduit qu'une scène, c'est là où l'on travaille, c'est pas forcément là où l'on montre justement, mais cet atelier photographique français, on l'a oublié. Enfin, je veux dire que les artistes et les photographes qui ont constitué pour Bernard Lamarche-Vadel, qui avait un véritable point de vue sur la photographie, qui aurait pu être un très grand commissaire pour remontrer ces artistes-là, ces photographes-là, manquent cruellement, et que nous sommes un certain nombre toujours vivants, toujours actifs, et préoccupés par les mêmes enjeux de la photographie et de la pensée du monde, et que finalement nous avons été très vite, alors autant on a été à un moment donné reconnu, acheté, montré, et puis très vite oublié. Et moi, c'est ce que je voudrais dire, c'est que s'il y a peut-être quelque chose à faire dans l'entreprise actuelle de révélation, de faire revivre la scène française, il faudrait peut-être partir par le début de ces années 80, où des gens comme Philippe Bazin, qui est présent, Jean-Luc Garnel, Yves Trémorin et tant d'autres, pardon, pour ceux que je ne nomme pas parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire, Arnaud Classe, qui n'est pas là, mais qui était un des artistes fondateurs de l'école d'Arles, Patrick Feigenbaum, Suzanne Lafont, Jean-Luc Moulin, Marc Pateau, Sophie Ristel-Huber, Éric Ronde-Pierre et Patrick Tosani et Yves Trémorin, que j'ai cité tout à l'heure. Donc ces artistes-là ont une œuvre extrêmement importante, toujours aussi forte et vivante et prête à être montrée. Malheureusement, les propositions ne sont pas nombreuses sur la scène française. Donc partons du début. Ouais. Est-ce que, Michel, est-ce que l'ambition universaliste des photographes français a coûté cher enfin, vous dites que l'ambition universaliste des photographes français a coûté cher à ces derniers. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors disons que c'est une situation moi, que j'analyse sur à peu près une quinzaine d'années. C'est vraiment le moment où le nouveau logiciel de lecture de la création contemporaine a été basé sur le discours des minorités, donc plus dans le monde anglo-saxon et notamment états-unien. Et la photographie a été peut-être aux avant-postes de ces problématiques-là, parce que le médium a une dimension documentaire, parce que pour des tas de raisons. Et on a quand même vu se réorganiser justement la scène internationale de la photographie contemporaine, notamment à travers des expositions, des acquisitions, autour de l'idée d'un grand rééquilibrage. Les programmations des musées états-uniens notamment, mais pas simplement, se sont dit qu'il fallait montrer des minorités qui jusqu'à présent n'avaient pas été représentées pour le coup, qu'il y avait quantité d'artistes qui parlaient justement de leur histoire, de leur identité, et qui mettaient cela en avant dans une production artistique, et que cet aiguillon, que cet angle, que cet accent extrêmement fort répondait à une actualité du monde. Est-ce que cette dimension-là pouvait être prise en charge sur la scène française? Probablement, elle l'a fait, elle le fait, mais avec, je dirais, un certain retard. Est-ce que c'est un élément explicatif suffisant? Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que la politique est absente de la production française, loin de là. Très loin de là, mais la question politique, quand elle n'est pas prise en charge par la minorité qui la revendique, aujourd'hui n'a aucun sens en termes de lecture du monde aujourd'hui. C'est d'une très grande violence à l'égard des artistes, mais voilà, je suis un blanc de plus de 50 ans, cisgenre, et je n'ai rien à dire sur la création contemporaine aux États-Unis. De toute façon, je suis disqualifié par ma nature même. On peut le regretter, mais pour les artistes, c'est la même chose. Donc je pense qu'il y a un mouvement très puissant autour de l'art contemporain qui est un phénomène historique déjà, qui probablement va avoir une portée, qui va durer, je ne sais pas combien de temps, je ne suis pas prophète, mais de fait,
les artistes français et la production photographique en France est en train de rattraper ça. Et on le voit d'ailleurs chez les artistes émergents, on le voit à travers les prix, à travers ce qui est montré, de plus en plus. Mais je crois que ça a joué un rôle. Éric, comment vous vous emparez de cette question-là, justement, d'arriver à trouver le juste milieu entre ces questions universalistes, ce qu'évoque Michel, dans votre programmation. Ah oui, d'accord. Pardon, dans votre programmation. J'avoue que c'est des questions qui sont... Alors, par exemple, j'arrive de Guyane, où j'ai assisté à des rencontres photographiques qui existent depuis une dizaine d'années aujourd'hui, et j'ai rencontré, hormis les artistes européens, j'ai rencontré évidemment que des artistes que je n'avais jamais vus, ni dont je n'avais jamais entendu parler, et qui avaient tous les questions que Michel vient d'évoquer en tête, avec de grandes et de fortes légitimités pour les poser. Donc ça, c'est une aparté que je veux faire, parce qu'il y a des choses à apprendre aussi de ce point de vue-là. Ça n'empêche que, pour revenir à votre question, je ne suis pas sûr de m'être posé cette question jusqu'alors dans ma programmation. Je rencontre. Comment vous la faites, justement? Je me souviens toujours d'une phrase de Jean-Luc Godard, pour faire mon malin, là. C'est en même temps montrer le beau et expliquer ce que c'est que le beau. Donc c'est les questions qui, moi, m'intéressent personnellement. À partir de là, il n'y a pas de règle particulière sur l'intime, l'extime, le documentaire, le poétique ou je ne sais quoi. C'est principalement des rencontres avec des personnes qui sont engagées dans une pratique artistique, avec toutes les questions que cela pose. Et comment les questions de fond se retrouvent dans des formes, et que ces formes parlent de ces questions sans être des notices explicatives de ces questions, simplement en ayant un langage visuel qui s'autosuffit. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Par rapport à ça... Par rapport à cette programmation, de cette programmation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quel regard vous portez sur la scène française actuelle? À quoi elle ressemble pour vous? Qu'est-ce qu'elle... La scène française photographique, française existe, je la rencontre tous les jours, si vous voulez. Et je vais lui mettre beaucoup de pluriel, quoi. Je n'arrive pas à vraiment comprendre comment on dit qu'il y a une scène photographique, alors que il y a une multitude de pratiques. Peut-être que les artistes et les photographes français étaient moins spéculateurs ou commerciaux que leurs homologues européens, mais en tout cas, ils ont beaucoup travaillé et ils se sont beaucoup déplacés sur le territoire national. Ils continuent de plus en plus, sans forcément chercher les honneurs, peut-être, et à tout prix d'avoir une galerie, mais plutôt avoir la liberté de créer. Donc c'est peut-être aussi une des raisons qui explique qu'il y a moins de lisibilité. Ce que disait Michel est très juste. La scène et la mise en scène, c'est deux choses différentes. Et peut-être que le rôle des très grandes expositions marquantes historiquement a son importance. Mais je me souviens d'une anecdote. J'étais à la Triennale de Hambourg en 2018. Alors je ne me souviens plus qui expliquait la scène photographique japonaise qui a émergé à un certain moment aux États-Unis. Et la personne expliquait le choix des artistes qui ont été montrés aux États-Unis à la suite de cette période de 70-80. En fait, elle expliquait que c'était tous les artistes japonais qui parlaient anglais. Et que les autres qui étaient tout aussi bons n'étaient pas montrés. Voilà. Ça réduit. Non, je dis ça parce que quand elle a explicité cette chose, cette personne, ça m'avait quand même fait c'était une révélation. C'est vrai, la mise en scène, le faire savoir, etc. La communication, c'est aussi des éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc il y a beaucoup de choses. Et en tout cas, moi, je ne dirais pas qu'il y a une scène photographique, mais qu'il y a beaucoup de scènes différentes. Pas seulement au niveau des territoires, mais à différents niveaux, dans la création artistique. Est-ce que vous pensez, les uns et les autres aussi, que c'est ça ce qui brouille dans un monde mondialisé qui est toute cette diversité, cette richesse, cette multiplicité d'écriture? Est-ce que c'est ça qui brouille la perception de la scène française à l'étranger, par exemple? Fanny?
Non, moi je crois pas. Enfin, je veux dire, toutes les scènes, quelles qu'elles soient, au niveau international, ont une pluralité, une diversité dans leurs écritures. Je pense surtout que c'est parce que la France n'a jamais assumé, d'une certaine manière, sa scène française. Je le dis vraiment librement parce que avant d'arriver au ministère, il y a 2 mois, donc c'est très récent, et je m'emploierai à valoriser cette scène à plein de manières. C'est dans ma feuille de route, au même titre que les femmes photographes, voilà, et autres diversités. Mais en tout cas, la scène française, évidemment, est au centre de nos préoccupations. Mais je crois surtout que depuis quelques années, tu citais Alain Sayag à Pompidou, mais depuis quelques années, nos institutions ont arrêté de défendre, de valoriser. C'est pas que dans la photographie, c'est aussi dans les arts visuels. C'est ce qui se produit pas du tout dans le spectacle vivant, par exemple. Moi, je l'observe. Quand vous dites nos institutions, c'est qui? C'est nos institutions parisiennes? Non, enfin, pas forcément. Juste pour terminer, parce que je l'observe au ministère, donc de très près. Je sais que dans le spectacle vivant, ce n'est pas le cas. On est capable de coproduire, on est capable de diffuser, on est capable de valoriser et faire tourner en France et à l'étranger. En France et à l'étranger, parce qu'on a des secteurs, des organismes aussi qui sont très bien articulés pour valoriser cette scène, dont on n'a absolument pas honte, entre guillemets. Vous parliez de French bashing, mais je pense que c'est réellement le cas dans les arts visuels. Dans l'art contemporain, on rencontre la même difficulté malgré tout, même s'il y a plus de lieux, donc les artistes ont plus de chances d'être exposés. Mais dans la photographie, oui, il y a un énorme problème. Et parce que, je sais pas, en Angleterre, en Finlande, en Suisse, personne n'a de problématique à créer et à faire scène. Et je pense que quand on regarde les chiffres, on est à presque 50% dans les programmations de ces institutions de leur scène. Et n'ont aucun problème à programmer leurs artistes. Au contraire, ils en sont fiers et les défendent. Et donc voilà, si à un moment donné nos institutions prenaient déjà ce problème en main, on aurait moins de difficultés à faire exister cette scène, quelle qu'elle soit, dans sa diversité. Enfin voilà, Florence citait une liste d'artistes qui, à mon avis, est un beau point de départ pour reprendre le cours de cette scène à partir des années 80. Moi, je fais un appel à commissaire aujourd'hui. J'aurais été ravie de le faire dans mon ancienne vie, mais je pense qu'aujourd'hui, les institutions doivent vraiment s'emparer de ça. Alors, quelles institutions, de quoi on parle? Bien sûr, on parle de nos institutions parisiennes en premier lieu. C'est-à-dire le Centre Pompidou, le Jeu de Paume. On parle de toutes les institutions qui sont déjà financées par des fonds publics. Ça me paraît évidemment majeur que quand on reçoit des fonds publics, on se doive de représenter la scène du pays dans lequel on est. Enfin voilà, ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que donc ça c'est valable pour la région parisienne, pour Paris, pour les plus grandes institutions. Je ne donnerai pas de chiffres parce que moi ils me mettent à terre. Et puis ensuite, il y a tout le travail en région. Alors évidemment, quand on a moins de moyens, c'est plus facile d'exposer la scène française parce que déjà les circulations, les productions d'exposition sont moins lourdes parce que voilà, les artistes se prêtent volontiers au jeu de l'exposition en région parce qu'aussi ils n'ont pas d'autre choix que d'exposer. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Oui, parce que ça apparaît comme donc c'est vrai que les institutions en région, elles font le boulot. Elles font le boulot grâce à des réseaux comme Diagonale qui s'organisent comme ils peuvent avec leurs petits moyens. Et encore une fois, moi, je m'attacherai à renforcer ce réseau et d'autres pour que cette scène française soit plus dynamique et plus présente. Non, mais je suis un peu énervée parce que c'est un sujet que moi je prends de plein fouet parce que j'ai aussi une vie, d'ancienne commissaire, et je me suis beaucoup battue pour les photographes français. Notamment quand j'étais au BAL, on en a exposé un certain nombre. Mais ensuite, beaucoup. De mon temps, parce que je suis partie en 2014, donc ça fait quelques années. Les chiffres que je donnais étaient de 2019. Voilà, donc je n'y étais plus malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, quand j'étais commissaire indépendante et que je portais des projets avec des photographes français, et le dernier en date avec Philippe Bazin, j'aurais rêvé qu'on fasse un projet ensemble, je n'y arrivais pas. J'étais en butée. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui vous bloquait? C'est les institutions qui n'ouvrent pas la porte, simplement. Là, vous étiez à la tête d'une institution? Non, moi, depuis 2014, j'étais indépendante. Oui. Et donc, à partir du moment où j'ai lâché l'institution, donc j'étais commissaire indépendante qui portait des projets de photographes, et donc de photographes français, parce que je n'allais pas aller chercher bien loin pour avoir des beaux projets. J'étais vraiment en butée et j'avais la porte fermée des institutions. J'étais à peine reçue.
Donc oui, il y a un énorme problème et je crois qu'il y a une grosse prise de conscience de nos institutions. Et je pense qu'il ne faut pas très clair. Enfin, elle apparaît pas clairement là, la prise de conscience. C'est un travail, encore une fois. On a fait un travail sur les femmes photographes il y a quelques années et on en a pas mal parlé, Yasmine, ensemble. À un moment donné, c'est les chiffres qui parlent. Et c'est seulement quand on a des chiffres sous le nez qu'on se rend compte de l'abîme dans lequel on est. Les femmes photographes, on est en train de réparer, entre guillemets, voilà, le problème, parce qu'aussi l'histoire de la photographie est récente, donc voilà, ça peut aller assez vite, et Paris Photo nous le montre. Aujourd'hui, on a 32% de femmes photographes dans la foire, on était à 20% il y a 4 ans, donc ça progresse. Et je crois que si nos institutions se saisissent de la problématique de la scène française, mais par des commissariats, par des... Pardon ? Oui, des hommes aussi. On peut se saisir des hommes aussi. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que se saisir de cette problématique de la scène française, c'est pas inenvisageable si tant est qu'on ait des projets qui soient accompagnés par des commissaires, qui soient articulés aussi entre des réseaux. Enfin, je pense que travailler sur une grande exposition sur la scène française. Alors après, on parlait aussi de... Puis je m'arrêterai là, mais on parlait aussi des acquisitions. Parce oui, on va en parler du marché, mais il y a vraiment un lien qui est intime en fait entre ça. Je voudrais me tourner vers une femme photographe française, Florence. Quel rapport vous avez avec les institutions ? Ils viennent vous voir ? Ils viennent Est-ce que on cherche à regarder votre travail ? Comment ça se passe ? Oui, ils le voient, ils l'ont vu. Certains sont venus à l'atelier. C'est vous qui y allez ou est-ce qu'on vient à vous ? Il y a quelques temps, on venait à moi. Ça ne s'est pas forcément bien passé. Ça n'a pas donné grand-chose, que ce soit le jeu de paume ou Beaubourg ou Centre Pompidou. Je pense aussi, Fanny, qu'il y a la responsabilité des gens qui dirigent ces fameuses institutions. Comment intervenir dans l'esprit de Quentin Bajac, de Monterosso, enfin de tous ces gens qu'on connaît, qui ferment les portes, qui ne les ouvrent pas, en tout cas, officiellement. Et quand on regarde cette fameuse exposition « La photographie française existe », je l'ai rencontrée, de Jean-Luc Monterosso, il y a 11 femmes sur 49 artistes. Bon, ça dit grand-chose déjà. Et je dirais que la situation des photographes, sans parler d'être femme ou homme, mais je crois qu'il y a pas mal de mes amis photographes qui sont dans les mêmes difficultés. Vous citiez Philippe Bazin, c'est évident, Yves Trémorin, je veux dire, il n'y a pas de volonté de nous faire accéder à cette visibilité importante. Alors moi, je pense qu'il y a aussi des questions peut-être je ne sais pas, de nature des œuvres qui dérangent. Vous avez parlé de la censure qu'il y avait eu sur Noir Limite. Je pense aussi que certains travaux c'est clair, on n'a pas été présenté au Festival de la photographie d'Arles, jamais. On est pourtant là depuis les années 80. C'est quand même incroyable, quoi. Si on fait le compte, moi j'ai fait le tour de France de la photographie. Comme vous disiez, j'ai fait, je crois, toutes les petites structures, de ci, de là, jusqu'à la plus grande. Mais au final, je me disais, bon, un jour peut-être, ça va devenir plus... non, ça ne devient jamais plus important. Et on se fatigue, on se lasse. Éric, est-ce que les chiffres, ce qu'on disait au début, Diagonale présente 77%, c'est Fanny qui m'a donné ce chiffre, 77% de photographes issus de la scène française. Comment vous expliquez que ça se fasse davantage en région ? Est-ce que c'est justement, comme l'a dit Fanny, parce que c'est plus facile ou il y a une prise de conscience qui est différente aussi ? Il y a plusieurs explications. Juste avant, je voudrais abonder dans votre sens. J'ai fait une exposition avec Jean-Louis Garnel en 2019. J'ai eu un mal incroyable à la monter. On a fait un projet de livre de Jean-Louis qui n'en avait pas fait depuis 10 ans. On n'a pas eu les financements, par exemple, du CNAP pour une monographie de Jean-Louis Garnel. Je sais pas si... on a fait un livre, on a perdu pas mal d'argent. On a fait l'exposition, heureusement, je voudrais les citer, grâce à Mécènes du Sud, qui miraculeusement nous a aidés et on a pu produire une belle exposition. Mais c'est un vrai parcours du combattant quand même. Et Jean-Louis a sollicité des institutions parisiennes et c'était le même son de cloche. Voilà, c'est juste une remarque en passant. Pourquoi en région alors ? Alors, il y a plusieurs paramètres. Je ne suis pas sûr que le paramètre économique soit que le seul, mais c'est vrai que ça joue.
Il y a la proximité, tout bonnement. Il y a beaucoup de photographes de grande qualité qui ont décidé de ne pas vivre, de quitter Paris, ou qui vont enseigner en province, comme Jean-Louis, ou qui sont. Il y a quand même des formations dans les écoles des beaux-arts qui existent et qui produisent des artistes qui restent sur les territoires et qui sont de qualité. Donc ça, c'est indéniable. Il y a une proximité qui se crée plus facilement quand on est sur un territoire et qu'on rencontre des gens de ce territoire. Après. Ou par exemple au centre, j'essaye d'exposer un artiste de la scène locale, un artiste de la scène nationale, un artiste de la scène internationale. Mais c'est vrai que c'est important de comprendre qu'il y a un maillage plus important dans les territoires et une proximité plus grande et une accessibilité quand même qui est plus grande, je pense. Il y a comme je le dis, beaucoup de photographes qui vivent et qui vont vivre de plus en plus en région, il ne faut pas dire province. Et les territoires. Encore mieux. Non, dans Muriel d'Alain René, on lui demande comment ça se passe à la province. Elle répond, un port, ça n'est jamais la province. Donc à Marseille, je suis tranquille. On parlait de commandes, Fanny, à l'instant. C'est vrai qu'on est le pays de la commande aussi. Il y en a une qui vient d'être passée, Nouveau Monde, par l'État en réponse à la crise. Mais en même temps, il y a une commande photographique donc, qui est prévue. Et où est-ce qu'elle va être exposée? Dans les gares? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose je vous rassure. Non, je vous rassure. Alors, Nouveau Monde, il y a très peu de photographes, je crois. Non, Nouveau Monde, il y a très peu de photographes. Non, je parle de la commande photographique qui va être aussi posée. Assez révélateur. La commande de la grande commande qui est portée par la BNF sera exposée en 2024 à la BNF, donc sous le commissariat d'Héloïse Conessa. Donc ça, c'est pour vous rassurer quand même sur le fait que les photographes seront montrés dans une grande institution. Et puis surtout, cette grande commande, elle va circuler pendant 2 ans, puisque là, les photographes vont produire en 22. Et la grande commande va circuler sur le territoire, justement, dans une quinzaine de lieux. Et il y a vraiment des financements là qui sont prévus pour la montrer. Donc on va vraiment s'employer à ce que les projets soient visibles et bien produits. Il y a des sous. Donc c'est super. Parce que c'est souvent ça le problème. La commande est faite et puis après elle va dormir dans les réserves du CNAP. Ce que je voudrais dire, c'est que la France est très forte pour produire et faire produire ses artistes. Et le CNAP d'ailleurs, qui est ici représenté par Marc Vaudet, pourra en dire, le dire mieux que moi. Mais on est vraiment assez bien armé, je trouve, en termes de dispositifs pour la commande publique. Il y a l'aide à la photo documentaire, il y a les regards du Grand Paris, il y a la commande 3.0 avec le jeu de paume. Enfin voilà, donc nos artistes, même si tout le monde ne peut pas y avoir droit, mais on essaie quand même d'être, je pense, assez vigilant et de leur offrir des moyens de production. Le problème, c'est que derrière, si on montre la valorisation, ça ne suit pas. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'entends tous les jours des artistes me dire j'ai eu cette bourse, j'ai eu cette commande, mais derrière, je ne trouve ni éditeur ni lieu de diffusion. Donc, on va essayer de travailler, peut-être à revoir un peu les mécanismes pour doter mieux, peut-être, ou différemment, pour qu'à chaque dispositif de production soit associé une logique de diffusion. Ça me paraît assez important. Et puis d'associer des réseaux aussi systématiquement dans la boucle. Mais bon, il y a un énorme travail à faire. Mais la question de la diffusion, aujourd'hui, dans la photographie, elle est cruciale. Et dans les arts visuels également. Mais parce qu'on n'est pas armé par des structures aussi qui... quand on parle de diagonale, c'est 25 structures en région. Il y en a quelques-unes en Île-de-France. Mais par exemple, donc, le jeu de paume, le bal n'en font pas partie, ni la MEP. C'est des grosses structures. Ils ont moins besoin de ce réseau. Ils sont mieux armés aussi pour diffuser leurs projets. Mais je pense que si on consolide un peu ces structures, on sera plus fort, on aura une scène peut-être plus vivante et on arrivera aussi à l'exporter davantage à l'étranger. Ce French bashing, Michel, cette capacité, comme je disais, assez immodérée de nous auto-dénigrer et de faire en sorte que chez les autres, c'est toujours mieux, d'où ça nous vient ? Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas un décliniste et pour beaucoup ici, vous voyagez certainement plus que moi. Et l'état de la photographie et des photographes, que ce soit en Italie, en Espagne, voire même en Allemagne. L'Allemagne, il n'y a pas que Düsseldorf en Allemagne. Hein. Et
plein d'autres pays. On parlait du Japon tout à l'heure. La question des commandes publiques, des résidences, des aides diverses et variées, vous les trouverez nulle part ailleurs. Donc, non, mais il y a French bashing, je ne sais pas, mais il faut faire attention au syndrome des enfants gâtés. On a une collectivité qui met beaucoup d'argent dans la culture en France. Alors, ça produit des effets, vous le disiez. Est-ce que ça produit des effets positifs, négatifs, j'en sais rien, ou pervers, à discuter. Mais moi, quand je vois le travail qui est fait dans tous les centres photographiques, les centres d'art de manière plus générale, par le monde associatif, on a un maillage qui est incroyable au niveau des territoires, qui est assez stupéfiant, mais où on fait de la recherche en art, où on fait de la production, on fait de la transmission. Alors, tout ça, ça existe. Par contre, économiquement, de quoi il s'agit? En fait, il s'agit d'une économie de subsistance. Parce que les résidences permettent souvent d'avancer un travail ou d'aller faire un moment de recherche et de prise de vue. Les ateliers d'éducation artistique et culturelle qu'on confie beaucoup, avec des formations maintenant adaptées aux photographes, très souvent c'est effectivement pour arriver à travailler une partie de l'année et à subvenir à des besoins. L'enseignement qui est fondamental. Et alors je suis toujours surpris quand on dit oui, alors les artistes enseignent. Ben oui. Oui, dans quasiment tous les pays du monde, les artistes enseignent. À un moment donné de leur carrière, ils sont dans la transmission. Et l'enseignement fait partie des modèles de subsistance. Et les prix, puisque maintenant il y a une forêt de prix, les prix font que de 5 000 à 10 000 à 20 les plus hauts prix sont tout à fait exceptionnels et rares, mais permettent de faire bouillir la marmite. Et je crois que cette économie de subsistance, elle est très développée en France. Et bien sûr, elle montre à contrario que le marché, de l'économie de marché, n'a pas été privilégié. C'est des choix de société. Moi, je trouve qu'une société ne peut pas avoir deux systèmes économiques de fonctionnement. Peut pas avoir. C'est toujours un choix. En France, il y a un choix qui a été fait autour de la création, qui n'est pas celui du marché ultralibéral. Alors, on peut être d'accord, pas d'accord, mais il y a ces deux modèles qui sont assez antagonistes en réalité. C'est ça, c'est ce que vous disiez dans votre livre en reprenant une phrase de Bernard Lamarche-Vadel. La photographie française n'a pas de prix, c'est une chance, c'est aussi son malheur momentané. Pour vous, Florence, c'est une chance ou c'est un malheur? Moi, j'enseigne. Oui. Oui. Bref, les salaires des enseignants français sont très très bas par rapport aux enseignants allemands, par exemple. Déjà, donc économiquement, nous sommes déjà dévalorisés, alors que nous passons toutes ces années, pour moi c'est la dernière, mais au moins 25 ou 30 ans de professorat, avec des salaires qui ne sont vraiment très 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 bas. Donc ça, c'est quand même pas non plus une situation économique merveilleuse. Et en plus, il faut assumer la production des œuvres. La photographie, ça coûte cher. C'est pas un secret. Quand vous devez faire des tirages, faire des prises de vue, même avec des résidences qui parfois vous donnent des petites indemnités, c'est jamais non plus le Pérou. Bon, j'ai pas pris le texte de Toni Morrison que j'ai lu à l'école dernièrement, mais c'est quand même ça. L'idée, c'est que d'une certaine manière, on pense que les artistes sont des résilients permanents, qui sont capables, et que même ils créent que parce qu'ils sont dans la souffrance, dans la difficulté, etc. Toni Morrison dit non, ils créent malgré tout ça, voilà, malgré la souffrance, malgré la misère. Et je crois que les sociétés se régalent de faire advenir cette figure de l'artiste et du photographe qui n'a pas besoin d'aide ou qui en a besoin de très peu, parce que finalement, même dans la panade, il crée toujours, et c'est ce qui nous arrive, on crée, on est là, on continue. Pas toutes les sociétés, ce que vous disiez tout à l'heure, Fanny, quand on voit Arles, par exemple, tous les ans, la Suisse, alors vous citiez l'Allemagne, tout ça, mais c'est vrai que le contre-exemple, c'est aussi la Suisse qui, tous les ans, à Arles, prend un stand, ou je ne sais pas comment dire, où met en avant ses photographes, va chercher les journalistes, est très proactif. Suisses, notamment photographiques, ont des quotas, très clairement. Ouais. On va venir. Mais on parlait du Japon, enfin, je veux dire, c'est des pays extrêmement revendicatifs de leurs artistes, de leur production. Et moi, je rebondis, enfin, c'est mon côté prof de fac, fonctionnaire, etc., bien public, intérêt général. Moi, ce qu'a dit Fanny, pour moi, c'est fondamental. Argent public, action publique. Argent privé, liberté, on fait ce qu'on veut.
Mais argent public, c'est nos sous. Les sous, voilà, c'est pour les écoles, les routes et les artistes. Pas après les routes, mais sur les routes. Mais je veux dire, c'est fondamental. Sinon, pour prendre la route. Non, mais sinon, à quoi on joue? Si on demande à ceux qui payent les impôts de se contenter d'aller voir des travaux qui sont, paraît-il, plus chics parce qu'ils viennent de loin, non, enfin, à ce moment-là, on organise des choses, on fait des partenariats avec les pays, on organise. Mais argent public, action publique. Pour moi, c'est essentiel. Alors, comment se fait-il que quand je me présente dans une grande institution, on me demande tout de suite qui j'ai dans la poche? Neuflies ou la banque machin truc? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, quel mécène en fait oui, vous avez dans la poche accepte qui votre entrée viendra dans l'institution pour une grande expo que si vous un avez mécène paye quelqu'un derrière. qui vous soutient. Alors Oui, c'est pour le musée Ratus, c'est pour plein d'institutions françaises. C'est pas à l'artiste de faire ce travail-là. Ça, c'est un Mais travail non, de professionnel que vous d'accompagner êtes un en- projet. Mais donc c'est pas que l'argent public. Ça veut dire que si on ouvre les portes des grosses institutions, Non, c'est non, parce mais- qu'il y a aussi de l'argent privé qui permet de faire des expositions visibles internationalement. Et Ça n'empêche. Ce que je veux dire, c'est que une subvention pour faire fonctionner une institution quelque part se doit de rendre. Voilà. Alors après que pour accéder à certains projets qui peuvent être plus coûteux, plus exceptionnels, ou parce que l'institution elle-même n'est pas suffisamment puissante, il y ait des partages de projets économiques, ça je trouve ça assez normal. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Si on veut accéder à un certain niveau d'événements, on fait intervenir du mécénat, bientôt de la philanthropie. mais je pense que ça définit le caractère des œuvres qui sont acceptées dans ces institutions. Probablement en partie, mais il y a quand même une grande diversité d'acteurs privés qui peuvent être... Alors, pour moi, il y a deux dimensions de l'aide publique aujourd'hui. Fanny est là pour représenter le ministère. Il y a l'État, hein, mais le financement d'une grande partie de la culture aujourd'hui, elle est régionale, elle est territoriale, elle est départementale, elle est intercommunale. Donc cette vision pyramidale, elle n'est pas réelle dans les faits. Je dirais aujourd'hui qu'une institution va certainement avoir plus de moyens en territoire pour financer un projet que simplement d'aller chercher du mécénat qui souvent, il faut le dire, c'est pas des sommes folles que donnent les mécènes. Mais ce que dit Florent, c'est quand même grave, si j'ai bien compris, hein, mais des fois je comprends pas tout. C'est que, en gros, si vous n'avez pas un mécène derrière ou si vous ne donnez pas vos photos dans le cadre d'une donation, vous n'êtes pas exposé dans une grande institution. Sur le versant donation, non, ça, j'ai pas entendu ce genre de phrase, mais sur le versant d'apporter, oui, dans l'escarcelle du rendez-vous, un partenaire très important financier, je l'ai entendu très souvent. Et ce qui fait qu'après, comme je n'ai pas, parce que je ne suis pas douée, ça ne se fait pas. Là, je prends ma casquette alors, ça pose problème quand même. Non, mais enfin, le cas, puisque vous citiez Neuflies OBC enfin, aujourd'hui, non, mais c'est intéressant. C'est celle que je non, mais c'est une collection. Alors, il y a deux actions. C'est une collection d'entreprise pour les gens qui vivent dans l'entreprise, qui est achetée sur des fonds qui sont totalement privés, et une fondation qui a une action. Et les actions, elles sont extrêmement simples. Je ne vais pas parler à leur place. Moi, je fais ça bénévolement. Ce sont des actions liées à l'aide au fonctionnement. Jeux de paume, MEP, Cinémathèque française. Et donc, il y a quelques opérations une fois par an. On va donner un petit peu plus sur une exposition qui va être un peu chapeau. Mais sinon, à aucun moment, on va dire à un artiste, on va vous accompagner pour faire une exposition, pour aller voir tel ou tel. Donc, alors peut-être certains le font, mais en tout cas, je n'imagine pas qu'un artiste prenne sur lui de faire ce travail-là. Et là, ça dénaturerait totalement la proposition. C'est à ceux dont le travail sur le mécénat au sein des entreprises revient, qu'ils vont chercher les compléments. Voilà. Fanny, comment vous réagissez quand vous entendez je que dit Florence? Est-ce que oui, vous Moi, dites je pense oui, qu'il y a c'est comme deux choses. vous l'avez entendu aussi? Non, oui. Alors, je pense que quand on est un artiste, j'ai beaucoup travaillé avec les artistes, donc je parle vraiment en connaissance de cause. Et j'ai proposé des projets à moultes institutions. Quand on arrive avec un partenaire, évidemment, les portes s'ouvrent un peu mieux. Un peu plus grande. L'institution est un peu plus attentive parce qu'il y a un financement. Donc, on considère le projet. Maintenant, quand l'institution veut faire le projet, quoi qu'il arrive, veut programmer un artiste, elle le fait et elle trouvera les moyens pour le faire. Ça, c'est une chose également. Voilà. Ensuite, c'est la réponse que je peux apporter parce qu'en réalité, les gens qui sont à la tête des institutions, ce sont des gens qui sont
complètement armés pour faire des programmations. Ils ont des beaux parcours, ils connaissent l'histoire de la photographie sur le bout des doigts, ils savent exactement la valeur de la création. Ça ne leur appartient qu'à eux de faire ces programmations. Malheureusement, on n'a pas de prise là-dessus. Malheureusement ou heureusement d'ailleurs, hein, c'est heureusement qu'ils ont cette liberté de programmation également. On n'est pas là pour faire le gendarme et demander. Donc, on parlait des quotas. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. On est arrivé. Ça, c'était ce que je me réservais là. Nous, vis-à-vis des femmes, on a fait ça pour la télé, on a fait ça pour la radio. J'aimerais qu'on n'en arrive pas là. Maintenant, pour les femmes, par exemple, on a dû mettre dans certaines conventions d'objectifs ou de fonctionnement des points de vigilance sur les compositions des jurys, dans les programmations et dans les commandes, justement. Il y a peut-être une conditionnalité de subvention aussi qui va s'opérer pour les programmations, notamment en termes d'égalité et de parité, avec des bonus ou des malus qui seront donnés un peu comme dans le cinéma, par exemple. Est-ce qu'on en arrivera là pour la scène française? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est une prise de conscience qui doit se faire autour de discussions, de tables, de conseils d'administration également, parce que les conseils d'administration sont là. Et dans les conseils d'administration, on a des représentants de l'État, des collectivités territoriales qui sont là justement pour dire... il y a une problématique dans votre programmation, me semble-t-il. À la MEP, il y a un CA, c'est la ville, etc., etc. Donc, je pense que c'est aussi le rôle des administrateurs, à un moment donné, de se saisir de ces sujets. Mais vous pensez que ce n'est pas à l'État de dire la subvention, elle est... c'est aussi à l'État, mais elle est suspendue comme le font d'autres pays. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Et encore une fois, c'est des discussions qu'on peut ouvrir sans avoir besoin de mettre des punitions... dans des conventions d'objectifs, ça me paraîtrait un petit peu étrange. Pardon. L'État n'est souvent pas le seul financeur, loin de là, de toutes les structures les de grandes diffusion. institutions nationales. Sur le jeu de Paume, c'est un établissement public, donc il est entièrement financé. Le Centre Pompidou avec aussi. Des donc en fait, partenaires privés. Le Centre Pompidou, on a des établissements publics. Légiférer là-dessus, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que légiférer là-dessus, du coup, deviendrait un peu compliqué, quoi. Mais bon, la discussion peut être ouverte. Est-ce que par rapport à la reconnaissance, à la valeur marchande, je mets des guillemets, des œuvres, est-ce que les galeries françaises sont à la hauteur? Est-ce qu'elles arrivent à défendre? Est-ce qu'elles arrivent à porter en France, à l'étranger, efficacement nos artistes? Je crois qu'il y a, encore une fois, c'est symptomatique, mais pour moi, l'explication, elle est là, mais c'est quand même l'institution qui fait le marché. Ouais. Et si les institutions ne revendiquent pas leurs artistes, je ne vois pas comment les galeries derrière pourraient les porter. C'est une prise à part les grandes galeries. Non, mais et d'ailleurs, elles font le boulot, hein, les galeries. On prend les galeries françaises, il y a une majorité d'artistes français, généralement, dans leurs galeries. Enfin, ça dépend quand même, surtout en photographie. Donc, je crois qu'elles font le boulot, mais c'est vrai que ce qu'on peut observer quand même, par exemple, à Paris Photo, c'est que si on a une grande exposition d'un artiste dans une institution, on voit qu'à Paris Photo, il y a beaucoup d'œuvres de cet artiste, quel qu'il soit, qui sont exposées. Donc, on voit bien que la galerie travaille son marché aussi sur l'institution. C'est normal, enfin, c'est une logique implacable. Et on l'a observé pour les femmes, justement. Pourquoi il y avait si peu de femmes dans les galeries? Parce qu'il y avait aussi très peu de femmes exposées dans les institutions. Enfin, les chiffres étaient corrélés, en fait. On était à 30%. Bon, voilà. Je crois que c'est un peu la même chose pour les... Est-ce que Paris Photo a changé? Juste dire une chose sur l'international, justement. Quand j'ai proposé mon travail aux États-Unis dans une galerie... Vous avez exposé en Floride, je crois. Oui. Yancey Richardson, par exemple. Eh bien, plusieurs galeries m'ont dit, mais non, le travail n'a pas été fait à l'international. Donc, on ne vous veut pas. C'était vraiment en amont, en France, qu'il fallait faire ce travail. Et voilà, c'était la réaction, alors que c'est très décevant. Bref. Mais est-ce qu'elles peuvent le faire ou est-ce qu'il faut être une grande galerie pour le faire? On voit bien, Mohamed Bourouissa, il y a une vraie stratégie. Il est représenté par Kamel Menour, qui est l'une des plus grandes galeries françaises. Il y a une véritable stratégie derrière. Effectivement, il a des expositions au Philadelphia Museum, Est-ce qu'on peut rivaliser Est-ce que vous pensez que les plus petites galeries peuvent jouer à ce jeu-là ou c'est
perdu d'avance. Dans la mesure où elles ont la possibilité de déployer une énergie et une équipe aussi pour valoriser leurs artistes à l'étranger, bien sûr que ça se répercutera ensuite en France. Mais tout ça, c'est énormément de travail. Les petites galeries, généralement, c'est des toutes petites équipes aussi. Donc les galeries, elles sont coincées entre les dossiers d'acquisition qui prennent un temps fou, les foires qui leur prennent un temps fou et beaucoup d'argent, faire tourner la galerie. Et puis voilà, donc présenter leurs artistes à l'étranger, c'est donc évidemment les grosses galeries peuvent se le permettre parce qu'elles sont plus armées en termes de ressources humaines. Donc c'est toujours pareil. Florence, vous, ça a changé quelque chose pour vous la création de Paris Photo? Non. Enfin, ça change que c'est un rendez-vous annuel auquel je ne vais plus, mais sauf demain, parce que j'ai une œuvre présentée et que j'ai longtemps fréquentée quand j'étais au Filles du Calvaire et que c'est très éprouvant. Voilà, c'est vrai que, comme tu disais, on n'est pas des gens du marché et qu'on se demande toujours ce qu'on fait sur un stand, comme on dit. Un stand de foire, c'est vrai qu'à un moment donné, ça ne correspond pas du tout à notre imaginaire, à notre façon de fonctionner, à nos rêves d'artistes. Et là, on est en effet face à cette espèce de... C'est vrai, le mot foire est parfait. Et à faire le pied de grue dans un stand avec sa galeriste qui est super énervée, avec les collectionneurs qui n'achètent pas. Et puis on se demande ce qu'on fait là, quoi. Mais c'est vrai que Paris Photo, c'est chouette, parce qu'on voit des belles choses, et notamment des choses historiques qu'on ne verrait pas tant que ça, finalement, sauf si on prend rendez-vous à la BNF pour voir les collections qui sont magnifiques. Bon, voilà, il y a du pour et du contre. Oui, je crois que de toute façon... Alors, il y a le rôle des écoles qu'on n'a pas encore évoqué, mais des écoles d'art en général et peut-être de photographie en particulier. Arles, j'aimerais qu'on évoque l'école d'art. C'est très important parce que je pense que c'est un module probablement qui manque aujourd'hui, c'est la formation des futurs artistes à la question de la visibilité, de la valorisation du marché, qui est une donnée réelle, avec effectivement des choses qui sont pas très, que j'imagine, et que j'observe, pas très apaisante pour quelqu'un qui souvent est dans un retrait, dans le travail, au calme, et qui va devoir faire cet effort auquel il n'a jamais été préparé en réalité, d'être à vendre, et qui doit jouer ce rôle-là, qui est une partie du travail, pour laquelle on est plus ou moins doué, ça c'est sûr. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça, bon, très bien. Mais je voudrais revenir sur la question vous savez, le marché de la photographie, maintenant qu'il est calqué sur le marché de l'art, il fonctionne toujours, c'est un triangle d'or, c'est-à-dire que vous avez une galerie qui travaille à la base, au milieu du triangle. Il y a celui qui va prendre le risque, souvent le privé, fondation. Ensuite, l'institution qui, parce qu'une fondation a acheté, va rentrer dans un système d'assurance en disant, bon, il ne faut pas qu'on soit en retard, ça a été vu, ça a été prescrit, donc on y va. Et donc, là, il y a une négociation. Et puis ça, c'est ce qui va effectivement renvoyer vers le collectionneur qui dit « Oh là là, c'est rentré au Centre Pompidou, c'est rentré dans telle fondation X ou Y, j'en veux. » Bon, ça fonctionne toujours comme ça. C'est un système de réassurance. Le risque est pris par de l'argent privé. Heureusement, j'allais dire. Mais l'argent privé, pour que le privé puisse prendre le risque, encore faut-il qu'ils voient les œuvres. Ah, mais ils les voient. Quelque part. Les gens qui achètent, c'est leur travail. Ils font les foires, ils vont vers les galeries, ils vont voir les artistes. Ils font ça toute la journée. Mais alors voilà, après, il y a des logiques de réseau. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai. Il y a des logiques de réseau, il y a des logiques d'influence. Des galeries qui travaillent bien à l'international et qui ont cette puissance-là, c'est parce qu'ils sont rentrés dans ce qu'on appelle un marché. On va pas rappeler ici ce qu'est un marché. C'est des questions d'investissement, de prise de risque et de rentabilité. Et l'art a toujours été, juste après les grottes, a toujours été lié au système capitaliste le plus dur, et de la commande et de la propagande. L'art est au milieu de tout ça. Vous parliez, pardon, je reviens sur cette question de l'école. C'est vrai que la première école à laquelle on pense, c'est l'école d'Arles. Vous y avez été... Fanny, est-ce que... pardon, Eric aussi. Souvent, il y a très longtemps. Mais non. Souvent, une scène se construit autour d'une école. Comment expliquer que... Comment vous percevez Arles et comment vous l'expliquez? Nous, c'est vrai qu'en tant que journaliste... en critique, quand les travaux de l'école ont été présentés en 2012 au Festival d'Arles, on s'est demandé ce que c'était. On s'est dit, enfin, l'exposition a été très critiquée.
par son manque d'originalité, par le fait qu'on avait l'impression d'avoir vu des choses qu'on avait déjà vues. Comment elle se positionne, cette école, et comment, quand on a été élève de cette école, qu'est-ce qu'on y apprend, comment on le vit, qu'est-ce qu'il en sort? J'ai envie de dire comme dans toutes les écoles d'art. Enfin, l'école d'Arles, c'est une école d'art déjà, donc c'est ouvert à... Il y a de la photographie, mais il y a d'autres disciplines également, donc c'est ça l'intérêt de l'école aujourd'hui, je crois. Et puis bon, après, on en sort comme beaucoup de jeunes artistes qui sortent d'une école, c'est-à-dire avec un bagage artistique, photographique, théorique, voilà, assez important. Mais après, comme disait Michel, on vous apprend pas. On nous apprend pas bankable, comme on dit. Non, sans dire ça, mais juste à proposer, vendre son travail, le diffuser. Voilà, tous les outils qu'un jeune artiste, dont un jeune artiste aurait besoin en sortant d'une école, sont relativement absents de les formations, même si je pense qu'aujourd'hui les écoles rectifient un peu le tir. Donc ça, c'est la professionnalisation de l'artiste, entre guillemets, qui n'existe pas. Faire une facture, un devis, etc. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, en termes de... Je ne sais pas, est-ce que l'école d'Arles fait école ? Je ne crois pas. Enfin, il y a une couleur qui est donnée, mais comme il y a une couleur qui est aux Beaux-Arts, comme une couleur... voilà, on sent peut-être... On ne l'aperçoit pas de l'extérieur. Oui, mais après, ça dépend des promotions. Et puis l'exposition en 2012 au Rencontres d'Arles n'était peut-être pas non plus commissariée comme il fallait. Enfin, encore une fois, il fallait un regard extérieur. C'est toujours la chose peut-être la plus importante. C'est pas tout de prendre des artistes et de les mettre dans des expositions. Qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qu'on raconte de cette scène française ? Encore une fois, il y a différents courants. Oui, il y a du politique, il y a de la photographie sociale, il y a de la photographie documentaire, il y a de la photographie intime. Enfin, mais comme partout, j'ai envie de dire, dans le monde. Et après, il suffit juste d'écrire cette histoire. Et voilà, Michel s'y emploie. Enfin, il y a plusieurs historiens qui travaillent là-dessus. Mais en termes de représentation et de mise en scène, c'est sûr que ça se doit aussi d'être pensé. Ouais. Voilà, donc je ne peux pas dire plus que ça. Vous leur apprenez, vous, Florence, à vos élèves? À quoi? Eh bien, justement, à faire une facture, à se battre. Non. Déjà, il faudrait que je sache les faire. Déjà, là, aujourd'hui, on m'a demandé un numéro de SIRET. Ben, j'ai pas, donc je ne vais pas être payée. Non, j'ai vraiment beaucoup de retard. Mais bon, mes étudiants, non, je les emmène sur un autre chemin. Peut-être que ce serait bien qu'il y ait des intervenants qui fassent ça, qui prennent ça en charge. Ils seraient ravis. Ouais. Cette année, ils ont demandé, en effet, les étudiants des Beaux-Arts de Bourges, qu'il y ait des cours de professionnalisation, enfin, en tout cas, une initiation à la professionnalisation. Moi, je leur ai envoyé tous les documents que j'avais et ils étaient très contents. Après, ils se débrouillent, mais c'est vrai que c'est pas au point. C'est pas au point. Mais c'était quoi la question? C'était ce que vous leur enseignez à l'école. J'enseigne tout à fait autre chose. Mais je dois dire que par rapport à l'école d'Arles, qui est une école spécifiquement photographique quand même s'il y a vidéo, mais je pense qu'il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de céramique, il n'y a pas de tout ce qu'on fait. Oui, il y a une couleur autour de l'image, mais il y a quand même une ouverture. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont diplômés en vidéo, par exemple. Oui, voilà. Non, dans les écoles d'art, c'est différent parce qu'il y a en effet beaucoup plus de médiums. Et le regard porté par les enseignants sur la photographie et donc de fait par les étudiants qui n'osent plus faire de la photographie, je dois le dire maintenant, dans les écoles d'art, ça devient très difficile. La photographie est considérée un petit peu comme un parent pauvre, donc peut-être à l'image de la scène photographique française qui n'est pas reconnue et qui n'est pas valorisée. Les étudiants n'ont pas tellement envie de s'engager dans une œuvre photographique, d'une part parce que les enseignants, les professeurs qui vont regarder ça en jury ou dans les évaluations tout au long de l'année n'auront aucune connaissance de ce qu'est l'histoire de la photographie, de quelle est cette écriture particulière. Je pense que la photographie, comme disait Lamarche Vadel, c'est quelque chose de beaucoup plus fou que l'art, donc ça dérange. La photographie dérange, il faudrait quand même revenir sur les propos qui ont été tenus tout au long du XXe siècle, etc., sur la photographie et sa dimension... comment dire, le mot m'échappe, excusez-moi s'il y en a qui la connaissent. C'est une phrase qui est dans le livre de l'histoire de la photographie de Walter Benjamin. Michel. Non, mais le fait qu'elle est folle, enfin le fait qu'elle est je sais pas quoi, il y a un terme qui est... Non, c'est pas Laura, mais c'est pas grave.
Relisez l'histoire de la photographie de Walter Benjamin. Tout ça pour dire qu'il y a une méfiance quand même générale. Et donc, si on est photographe maintenant et qu'on fait plutôt des installations avec des images posées au sol, des vidéos, enfin plein de choses tout autour, ça passe. Mais si on fait vraiment un accrochage de photographie strictement de l'image photographique, avec ce que ça véhicule comme écriture particulière, ça ne marche pas très bien. Bon, je suis désolée, je casse l'ambiance, mais j'ai le sentiment quand même que dans les écoles d'art, il y a quand même un problème fondamental vis-à-vis de la photographie. Certains professeurs même, qui sont des grands conceptuels, qui estiment qu'il y a assez d'images dans le monde, qu'il ne faut pas en rajouter, basta la photo. Vous qui êtes enseignant, Eric aussi. Le débat sera ouvert tout à l'heure. On va très bientôt vous donner la parole, Eric. Vous qui êtes enseignant, vous ressentez aussi cette basta à la photographie? D'abord, c'est pas tout à fait nouveau. Il y a toujours eu des cycles comme ça. Donc moi, je suis sorti de l'école il y a plus de 30 ans. C'était hier. On a vu arriver le premier ordinateur à l'école. Donc les choses sont un peu difficilement comparables. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, le discours, c'était de former des gens d'image, pour reprendre une expression, c'est-à-dire qu'on devait à peu près savoir tout faire. On n'était pas que des artistes, loin s'en faut, et d'ailleurs, on n'est pas sorti que des artistes de l'école. Les choses bougent aussi énormément. Les jeunes artistes aujourd'hui sont quand même mieux préparés pour faire les choses. Et il y a une demande post-diplôme d'école qui est très forte et il y a des systèmes qui existent pour les accompagner. Il y a des formations, il y a des associations qui les accompagnent. Donc, il ne faut pas croire que la façon de percevoir les images des jeunes artistes est quand même radicalement différente. Les modes de diffusion des images ont radicalement changé, donc on peut toujours se morfondre. Moi, je défends toujours la même photographie, rassurez-vous, Florence, mais on ne peut pas ne pas prendre en compte ces systèmes différents de pensée. Quand je suis en atelier avec des jeunes de 20 à 25 ans, je ne sais pas, quand ils me parlent qu'ils ont fait de l'argentique, j'ai l'impression qu'ils sont allés dans la jungle équatoriale, quoi. C'est assez phénoménal. Mais ils sont aussi sur des modes de production et de diffusion des images qui posent des questions sur les images elles-mêmes et qui me renforcent sur l'idée de la pertinence de l'image fixe, certes, mais il y a du travail. Donc non, les artistes bougent, les artistes sont différents, les mouvements, les époques changent. Et la question de la place de la photographie, elle est depuis que je suis rentré à l'école, elle existait. À l'époque, il y avait des courants, des chapelles, des disputes entre ceux qui étaient pour Chevrier, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour les plasticiens, artistes, photographes, tout ça. Et ça existe depuis toujours. Ça existe peut-être le manque de lisibilité de la scène, mais en tout cas, c'est un fait. Et à des moments donnés, il y avait plus de photographies, après il y en avait moins, après il y en avait plus. Je ne suis pas inquiet. Je vois l'heure qui tourne, et pour pouvoir donner la parole à la salle, je voudrais quand même qu'on finisse sur des notes qui nous mènent vers l'avenir. J'aimerais demander à chacun d'entre vous, puis avec Fanny, on va peut-être en parler un peu plus longtemps pour que vous nous disiez ce que vous préparez. Mais chacun, j'aimerais que vous me disiez quelle serait pour vous la mesure la plus urgente à prendre pour faire en sorte que cette scène soit plus visible, plus heureuse, peut-être plus... Qu'est-ce que vous feriez, vous, Michel? Quand vous dites mesure, c'est une sorte de texte de loi, un truc comme ça? Oui, mais imaginez, vous arrivez, vous avez la possibilité de dire, voilà, moi je veux que ça soit comme ça et maintenant, parce que c'est ça ce qui va changer les choses. Alors moi, je vais avoir une réponse assez simple, parce que je suis dans un groupe de travail qui est assez passionnant en ce moment, c'est intégrer l'enseignement de la photographie dès le collège. C'est ce qu'on prévoit de faire d'une manière expérimentale avec l'équipe de Blanquer là, sur les 6 mois qui viennent dans un certain nombre de collèges. Ouais. C'est une éducation. Oui. Florence? Alors moi, j'aimerais bien qu'on agrandisse l'espace photographique du Centre Pompidou, par exemple. 215 mètres carrés? Qui est près des toilettes. Mais en même temps... Au moins un. En même temps, peut-être qu'on peut le fermer et créer un autre lieu, dans Paris ou en banlieue, qu'importe. Puisqu'on est dans un pays centralisé, j'y peux rien. Moi, j'adorerais que ce soit Marseille et qu'Éric le pilote. Mais... D'accord, la mesure est acceptée.
Voilà, un grand lieu avec des grands espaces pour commencer à montrer les photographes français que nous sommes. Éric, outre cette mesure-là qui est d'emblée acceptée. C'est vrai qu'il y a des musées nationaux de la photographie. Il y en a plusieurs en Europe. J'étais aux Pays-Bas, à Utrecht, il y en a un. Il y en a en Norvège, il y en a en Finlande, je crois qu'il y en a en Écosse. Et c'est vrai que c'est leur mission. Alors je ne sais pas si c'est une solution. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les photographes en France. J'ai l'impression qu'on dresse un tableau apocalyptique, alors que je crois que quand on parle avec des photographes étrangers, ils nous regardent avec des yeux énamourés. Ils nous disent « mais vous avez tellement de la chance ». Donc je ne sais pas où est le problème. Peut-être qu'il y a un manque de lisibilité méta. Je ne sais plus comment on dit avec quel mot mettre après, mais mais en tout cas, il y a un problème de circuit et de présence de lisibilité globale. Et peut-être qu'un grand musée consacré à ça ou un grand centre, ça manquerait. Mais enfin, le jeu de paume, c'est censé être ça. Hein. Je ne sais pas, du coup. Le jeu de paume pour National et la MEP pour Paris. Le jeu de paume, ouais. Ouais. Fanny, sur quoi qu'est-ce que vous préparez? On est un peu au milieu du gué, là, en fait, puisque Laurence Franceschini, qui est conseillère d'État, a été missionnée par la ministre il y a quelques mois pour écrire un rapport sur le financement du secteur. Donc ça embrasse évidemment toutes les problématiques de la profession et la mécanique de la production, de la diffusion et dans tous les secteurs de la photographie, hein, donc des photojournalistes aux auteurs, aux artistes-auteurs, etc. Donc on consolide le rapport en ce moment en espérant le faire sortir à la fin de l'année. Donc c'est un énorme travail que l'on mène au département de la photo avec tous les services, puisque la photographie au ministère de la Culture, elle est au croisement de la DGMI, qui est la presse et les industries créatives, de la DGCA, du patrimoine, de la nouvelle délégation aux transmissions. Donc on est vraiment au milieu de tout ça, en essayant de travailler avec chacun des services pour justement faire avancer les choses. Donc on fait avancer beaucoup de choses, de mesures possibles, et on essaye d'ouvrir un grand chantier pour la photographie à horizon de 5 ans. Malheureusement, on a une fin de mandature, donc une ministre qui va partir. On ne sait pas qui reprendra le flambeau et est-ce qu'il adhérera à cette proposition de plan. En tout cas, on y travaille avec la DAGP, en l'occurrence, beaucoup. Donc, à l'intérieur de ce plan, évidemment, la photographie française est un des points majeurs. Quant à la création d'un nouveau lieu, moi je ne sais pas comment on finance tous ces nouveaux lieux. On a déjà du mal à financer nos propres institutions. Les collectivités territoriales, j'étais à Marseille encore récemment, et j'ai travaillé sur un projet pour le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Je ne sais pas s'il il arrivera, hein, Eric connaît bien le projet, peut-être que la création de nouveaux lieux en région permettra aux artistes, mais en tout cas je pense qu'à Paris il y a déjà beaucoup de lieux. En effet, on est très gâtés, les artistes internationaux nous le disent toujours. Je pense que c'est vraiment aux responsables des institutions de réagir. C'est à nous, partenaires et collectivités publiques, de les inciter à réfléchir à cette question, de s'emparer de cette scène française. C'est vous qui donnez l'argent. Et aux commissaires aussi, peut-être d'être force de proposition, hein, de projet. Moi, je pense vraiment que si on articule et qu'on amène vers un regard et qu'on éclaire peut-être aussi des responsables d'institutions qui sont passés à côté, je ne vois pas comment Simon Baker à la MEP peut connaître vraiment la scène française, en fait, hein, il est anglais. Donc peut-être que c'est en amenant des propositions aussi portées par des commissaires. Alors malheureusement, la profession des commissaires est complètement fragile et ce n'est pas forcément à eux de faire le boulot non plus. Mais voilà, c'est un entremêlement de tout ça. En tout cas, nous, au ministère, on travaille sur la question des réseaux, de la structuration des réseaux de diffusion. Ça, c'est vraiment très important parce que quand on voit encore une fois dans le spectacle vivant à quel point ça fonctionne, moi, quand j'entends Arles me dire non, je ne ferai pas l'expo parce qu'elle a été vue à Paris, ou je ne ferai pas l'expo à Paris parce qu'elle a été vue à Arles, je ne ferai pas l'expo à Toulouse parce qu'elle a été vue à Arles. Enfin, je veux dire, ça, c'est insupportable parce qu'encore une fois, on ne pense pas au public et le public ne voit pas les expositions, en fait, hein, clairement. Donc ça, il faut vraiment qu'on travaille aussi ensemble à une meilleure tournée des expositions. Participe à leur diffusion à travers ces impôts. Ouais.
Donc, voilà. Éric, vous voulez Non, dire une je dernière voudrais chose quand même, plus sérieusement, reparler de l'éducation. Parce que je me suis quand Pardon, même juste, battu excuse-moi. 25 ans pour ça. Je termine, parce que tu me fais repenser à l'éducation. C'est évidemment fondamental qu'à partir du collège, parce que nos enfants sont noyés par les images et nagent la brasse coulée avec ça. Et moi, je pense que pour aller plus loin, parce que je ne sais pas sur quoi vous travaillez, mais moi, je voudrais vraiment m'y employer, c'est des collèges images. Il y a des collèges à horaires aménagés, comme la musique, la danse, le sport, etc. Les arts. Et je ne comprends pas qu'encore aujourd'hui, on ait autant de retard par rapport à l'image. Donc je pense qu'il y a une grosse mesure à prendre aujourd'hui, c'est la création de collèges images. C'est un loup de mer, hein, parce que ça fait longtemps qu'il y a eu des projets pilotes dans ce domaine, dans province, partout, et on n'a jamais pu établir cette chose-là non plus. En tout cas, travailler dès le collège, c'est essentiel. On s'y attache beaucoup, nous, à Marseille et dans le réseau. Et c'est fondamental. Et les confronter ces élèves à ce que c'est qu'une œuvre photographique. Il y a aussi des dispositifs de petits collectionneurs partout en France. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous, on a le dispositif Entre les images pour la pratique de la photographie. Donc c'est certainement une des clés aussi. Parce que, par contre, là, je fais un atelier avec des étudiants. Ils ne parlent que d'Instagram. En fait. Et pour eux, la photographie, c'est Instagram, c'est rien d'autre. Donc là aussi, il y a quelque chose on a raté une marche. Mais l'éducation est quand même le premier levier. Michel, on compte sur vous. non, mais je veux finir là-dessus, parce que c'est vraiment fondamental. Nous, là, on lance aussi des ateliers en primaire et en collège, avec une option qui est différente, hein, qui fait la singularité du projet du collège, c'est la pratique. Et, alors là, la réception des enseignants et des directeurs, bien sûr, c'est que les enfants sortent de l'écran, oui, bien sûr, donc avec les moyens qu'on a, hein, mais qui sont des moyens qui nous sont donnés par la DRAC, il n'y a aucun mystère là-dessus. Donc on missionne effectivement des photographes qui sont souvent à la fois des artistes, mais des gens qui ont une double réflexion de leur œuvre et de la mise en œuvre de la transmission. Ça peut tout à fait s'articuler. Il y a des vraies pensées créatrices autour de ça. Et avec les moyens qui nous sont donnés, on passe par la dimension pratique. Et ça reprendre l'image en main. Et je pense qu'il y a un défi, il y a un défi culturel majeur. Et quand on aura, moi je l'ai vu, je finis, hein, je l'ai vu avec la fac, hein, sur 30 ans presque d'enseignement, le public des expositions de photographie aujourd'hui n'est plus le même que celui d'il y a 30 ans, puisque c'est pas si loin que ça, il y a 30 ans. Et c'est un public qui a une dimension photophilique, qui a une connaissance comme pour le cinéma, et qui est exigeant et qui compare. Donc ça, il faut vraiment le saluer, quoi. Avant de passer la parole à la salle, je voudrais vous remercier encore une fois d'avoir assisté à cette 6e causerie de l'ADAGP. Vous dire aussi que lundi soir prochain, le 15 novembre, a lieu un nouveau débat qui est animé par le critique d'art Stéphane Coréard sur la thématique des nominations dans le monde de la culture, ce qui promet d'être très animé, en présence de Claudia Ferranzi, ancienne conseillère d'Emmanuel Macron pour la culture et les médias, d'Yvan Messac, artiste, et de Jacques Toubon, ancien ministre de la Culture. Merci à tous les quatre. Je suis sûre que la salle a encore beaucoup de questions à vous poser. On va faire tourner un micro. Philippe Bazin. Bonsoir, merci beaucoup. C'était passionnant du début à la fin. Je trouve que beaucoup de choses très très intéressantes se sont dites qui donneraient toutes lieu à des débats. Voilà, donc je voulais juste dire deux choses. D'abord, sur l'expo, moi j'ai fait l'école d'Arles, hein, comme chacun le sait, et sur l'expo de 2012, je vous signale quand même qu'il y avait une excellente exposition des photographes sortis d'Arles dans les collections du CNAP, que beaucoup moins de monde, hélas, a vu, mais que celle-ci, je trouve, donnait une idée de ce qui a pu se passer à l'école d'Arles. Et pour prolonger cette idée-là, puisqu'on parlait aussi d'enseignement, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quasiment un tiers des enseignants de photographie en école d'art sortent d'Arles. Mais je pense que aussi dans les institutions qui concernent la photographie, on en a un exemple ici à Marseille, il y a beaucoup de gens qui sortent de cette école, donc je pense que c'est aussi un travail de long terme qui ne se fait pas en une seule génération. L'école n'est pas si âgée que ça, finalement.
Moi, je voulais par contre parler de quelque chose dont vous n'avez pas du tout parlé, qui me semble aussi tout à fait symptomatique d'un état paradoxal de la photographie dans notre pays, qui évidemment n'a jamais accédé réellement au marché international, c'est la question de l'édition. Alors s'il y a Diagonale qui regroupe 25 centres photographiques, il y a France Photobook qui regroupe à peu près 25 éditeurs. Et à la fois, on peut constater qu'il y a un engouement extraordinaire pour le livre de photographie et que ces éditeurs n'ont pas d'économie ou quasiment pas. Et là, je les connais vraiment de l'intérieur parce que je participe à une de ces maisons d'édition. Voilà, on sort... moi, un livre que j'ai sorti en 2012, c'était 107 mises en place dans les librairies françaises. Donc autant dire que le livre va se vendre à 50 exemplaires. Et comment voulez-vous qu'un éditeur vive avec ça? Donc je n'ai pas de réponse à ça, mais c'est vraiment un paradoxe, je trouve, tout à fait étonnant et qu'on retrouve dans cette difficulté à entrer dans le marché, alors que les institutions, finalement, effectivement, soutiennent peu ou prou le milieu photographique et les activités artistiques des photographes. Voilà, je voulais souligner ça et puis aussi dire qu'il n'y a pas la photographie, mais comme le disait Jean-François Chevrier, les photographies, parce qu'il y a dans la photographie des gens qui la pratiquent comme artistes, mais il y a aussi des gens qui la pratiquent comme un métier professionnel et commercial, ce qui est tout à fait respectable, mais ce qui me paraît aussi très différent. Et je pense qu'il faut le souligner. Voilà. Merci. Les livres de photographie, ça pourra donner lieu à un débat. Et les livres de photographie en France existent beaucoup sur des fonds publics aussi. Oui. Alors que le nombre de ventes est très réduit, le marché n'existe pas, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication. J'étais en Angleterre, il y a des éditeurs qui fonctionnent très bien sans être publics et ils tirent d'emblée à 2 ou 3 000 exemplaires. Tu connais les chiffres en France et je n'ai pas d'explication. Hein, Non, c'est pire que quand tu veux exposer presque. On fera... Nathalie. Oui, livre si Nathalie, tu n'as pas d'expo. C'est un peu serpent qui se mord la queue. Oui, merci déjà pour la qualité des échanges, des informations, des idées aussi que ça donne. Moi, je voulais ajouter quand même à cette scène photographique les festivals, parce qu'il y a des choses qu'on peut voir en ce moment, comme à Cergy, par exemple. Festival du regard. Vraiment, vraiment formidable exposition de la scène photographique française, pas que, mais quand même beaucoup. Oulgat, on parlait aussi des femmes, 7. Image singulière. Voilà, image singulière, itinéraire des photographes voyageurs à Bordeaux. Enfin, la scène photographique, elle est quand même là aussi, avec des gens des passionnés qui s'investissent sur la durée, en plus, en général. Hein. Voilà, je voulais souligner ça parce que je pense que c'est un des aspects de la scène photographique française important. Absolument. Mais encore une fois, c'est exactement la même chose que pour les centres d'art et de photographie. C'est-à-dire que quand on est sur le territoire français, les festivals peu aidés finalement arrivent à défendre cette scène française. Et quand on est face aux mastodontes, les 2 plus grands festivals français qui sont les festivals les plus aidés par le ministère en l'occurrence, mais par les collectivités aussi, donc Visa pour l'image et les rencontres d'Arles, là les chiffres chutent terriblement, donc on est à peine à 25% de photographes français exposés. Donc bon voilà, moi je pose aussi la question. Madame, vous avez le micro. Alors, moi je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Philippe, avec lequel je suis parfaitement d'accord en ce qui concerne l'école d'art, avec des professeurs qui étaient formidables, Christian Milot, maintenant Gilles Saucier, enfin des gens qui savent de quoi ils parlent. Sur l'édition aussi, je suis parfaitement d'accord. Tu as cité Jean-François Chevrier, que je regrette terriblement, parce que maintenant, à part, je suis allée à sa conférence à la Fondation Cartier-Bresson, qu'il a donné sur John Copeland, ce qui est tombé dans l'oubli, mais sinon il s'est tourné vers... il a une culture... j'ai jamais connu un mec aussi cultivé, que ce soit architecture, Mallarmé, l'exposition Mallarmé sublime. C'est vraiment quelqu'un qui manque, parce qu'en plus il avait, permettez-moi l'expression, les couilles d'écrire
des papiers qui faisaient des vraies critiques, et des critiques mauvaises parfois. Il a descendu Salgado dans le monde. Il y a c'est le seul à l'avoir fait. Hein. Il a été encensé, Salgado, il a fait une analyse d'une image sur Salgado. Enfin bon, bref. Voilà pour Philippe. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Michel, et ce que je ne connais pas au sujet du fait d'enseigner la photographie dans les collèges. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée du tout. Pourquoi donc ? Parce qu'il y a déjà suffisamment de petits jeunes qui s'imaginent qu'il suffit d'avoir un portable et qui vont exposer que truc, machin, ils se prennent pour des stars et après ils se cassent la gueule. Non, il faut enseigner l'histoire de l'art, c'est-à-dire pas la photographie, divers champs. Oui, moi je trouve aussi que ça ressemble étrangement à la scène picturale. La peinture souffre, donc les artistes en général, puisque Philippe a fait le distinguo entre photographe et photographe, voilà. Il y a aussi les autres artistes dont certains photographes font partie, qui souffrent exactement de du même manque à l'international. On ne représente pas les artistes français en France, et ce n'est pas le cas de l'Italie qui défend ses artistes en priorité. Voilà. Non, mais moi, je ne suis pas au fait de... Les arts visuels en général, et dont la photographie, c'était le sujet d'aujourd'hui. Et des problématiques des artistes, c'est, à mon avis, pas à l'école. Ce n'est pas encore les enfants qui vont bénéficier ça va les saouler. Donc, un minimum, ben oui, il y a quand même... voilà. Il faut un petit peu... Au mieux, ça va leur donner d'autres voix dans la tête que les maths et le français. Je voudrais reprendre ce que tu disais, Florence, à propos de la représentation de la photographie en France. Tu disais qu'il n'y avait pas assez de lieux. Il y a quand même eu, et tu parlais de Beaubourg, il y a quand même eu, alors je me souviens plus si on faisait partie de l'expo Hélène Centre Pompidou, où justement, qui est une expo où les mecs ont beaucoup ricané dessus, et pourquoi, quand est-ce qu'il n'y aura pas Hélène Centre Pompidou. On sait très bien que l'achat des photographies, pas que la représentation, c'est genre 80 mecs, 20% femmes, et encore, je suis peut-être optimiste. Voilà, je veux dire, la photographie a été représentée pendant 2 ans, elle a duré 2 ans, cette expo à Beaubourg. Tu en faisais partie ou pas? Je ne me souviens plus. Non? Parce que je suis pas elle. Non, c'était les arts en général. C'était les arts en général. On va donner la parole à monsieur. Alors, on va donner la parole à monsieur pour que tout le monde puisse... Bonsoir, je suis Marc Vaudet du Centre national des arts plastiques, puisque Fanny a indiqué ma présence. Je voudrais juste revenir sur un des éléments qui concerne les commandes que vous avez évoquées au début de cette réunion. Depuis, en gros, 2012, le CNAP, le Centre national des arts plastiques, sur l'impulsion du ministère de la Culture, a initié pas mal de commandes. Je vais vous en citer quelques-unes. Marseille, que Marc connaît bien, qui réunissait entre autres Guillaume Janot, Franck Gérard, Geoffroy Mathieu, Bertrand Stofflet et d'autres que j'oublie. On a initié une autre commande qui s'appelle Jeune Génération, qui est consacrée à la jeunesse en France. Celle-ci, elle consacrait 15 photographes, tous de la scène française. Elle a été montée avec l'association C'est à voir de Sète. Elle a été montrée à Sète, elle a été montrée à Niort, elle a été encore montrée ailleurs en France. Un peu plus tard, en 2017, on a fait une autre commande qui concernait 12 photographes, toujours de la scène française, avec Douchy-les-Mines, le CRP, et les Photomnales à Beauvais. Un peu avant, on avait montré aussi une commande en Limousin avec l'association Cubogaz et des associations territoriales. Et puis, encore un peu avant, on avait montré à Toulouse une commande avec un centre d'art qui n'est pas photographique, mais qui était une commande photographique passée à Alain Bernardini. Je dois dire que je me souviens du travail qu'on a pu faire pour mobiliser la presse pour parler de ces commandes. Je vous laisse imaginer le nombre d'articles qui ont inondé la presse nationale sur ces commandes à Marseille, à Niort, à Sète, etc. Donc on peut se demander en fait ce que nous faisons pour la scène française, mais
que faisons-nous tous ensemble, les représentants des médias, et je ne parlerai pas par ailleurs des collections privées que font-elles pour la scène française. Quand on voit l'audience qui leur est donnée par la presse nationale, et quand on visite ces expos, qui souvent sont financées en partie par nos impôts, même si elles sont faites par des privés, où est la scène photographique française dans ces expos? On peut la chercher. Il faudrait qu'on arrête un peu de se flageller pour rien. Enfin voilà. Et enfin, c'est vrai que parfois, les instances publiques font des erreurs ou manquent. Alors, Marc a évoqué le livre de Jean-Louis Garnel, qui a été loupé, mais ça, c'est les décisions des commissions. Il y a beaucoup de demandes, il y a parfois peu d'élus. Juste sans vous dévoiler un secret, on a quand même aidé la semaine dernière un livre d'Éric Poitvin, qui est un photographe de la scène française et qui pourra être représenté dans les librairies. Donc en gros, c'était peut-être pour élargir nos questionnements sur comment est vue la scène française et par qui. Merci. Frédéric Founès, je dirige l'agence Signature. Je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a des commandes. Par exemple, Génération, nous, on avait 2 photographes, Géraldine Milot et à l'époque Patrice Terrasse, qui en faisaient partie. Le problème de ces commandes, c'est leur diffusion, en fait. C'est-à-dire que la première, par exemple, exposition qui a été faite avec Génération, cette exposition faite avec 7, c'était à la gare de Lyon. Puis après, à 7. Oui, je peux finir? Merci. Je crois que le jour où ça fonctionnera, c'est quand une grande institution mettra en valeur ses commandes. Il y a eu d'autres phénomènes, par exemple. À un moment, il y avait, via le ministère de la Culture, toute une série de bourses qui ont été données très régulièrement. C'était formidable pour les photographes. Nous, on en a eu beaucoup. Mais en gros, la finalité de ces commandes ont été des cartes postales. Et une projection sur un écran dans un lieu, je ne sais même pas lequel, puisqu'on n'a pas été invité à le visionner, cet écran. Donc la problématique, on sait très bien que le marché, à partir du moment, c'est ce qui était dit sur scène, où les institutions s'emparent, les institutions qui ont de la visibilité. Je ne dis pas que les autres ne font pas un travail intéressant, je ne dis pas que c'est à voir que SET ne fait pas un travail intéressant, que Diagonale ne fait pas un travail intéressant, mais on sait très bien que les commanditaires, les collectionneurs et l'international va s'emparer d'un artiste, d'un photographe. En l'occurrence, Génération, c'était plutôt des photographes documentaires, mais à cette condition que les institutions qui comptent, je suis désolée d'utiliser ce terme-là, prennent en charge aussi ces commandes. Donc la réalité, elle est liée au mode de diffusion. Ça ne veut pas dire que les festivals qui sont moins importants que les grands festivals comme Arles n'ont pas d'importance et ne font pas leur travail. Il faut que ça existe, mais par ailleurs, il faut qu'il y ait un soutien aussi sur des événements qui sont plus gros, plus visibles. Moi, je crois que c'est complètement nécessaire pour qu'on ait un rayonnement plus fort, parce que le rayonnement à l'international, évidemment, c'est complètement nécessaire et c'est comme ça qu'on construit des artistes. J'entendais aussi parler du cloisonnement. Il y aurait des artistes et puis il y aurait des photographes qui prendraient des commandes. Ça, c'est une réalité complètement française. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis, un photographe artiste est aussi quelqu'un auquel on donne des commandes et on voit très bien dans la réalité de nos vies d'agence, on peut très bien travailler avec un Bernard Plessu, avec un Ambroise Tesna, avec quelqu'un qui va être effectivement plus proche d'une activité corporate, mais ce dont on va se rendre compte, c'est que tous ces gens, à l'exception peut-être de Bernard, sont des gens qui prennent des commandes et qui font aussi du corporate et qui font aussi des choses qu'on n'a pas forcément envie de revendiquer, qui sont des choses extérieures au travail d'artiste. Parce que la vie des photographes étant une vie difficile, il est évident que les sources de revenus sont multiples. Donc il n'y a pas, selon moi, des cases. Moi, par exemple, je peux aller aider un photographe sur une édition, un photographe qui 2 jours avant est allé travailler pour EDF. Ça, c'est la réalité. Pour en revenir aux éditeurs, on a une problématique aussi, c'est que bien sûr, nous on travaille avec tous ces petits éditeurs qui ont une économie qui marche sur la tête. Mais à qui on va demander l'argent pour publier les livres? Eh ben, c'est les photographes qui font les démarches. C'est les photographes qui sollicitent leurs copains pour payer les livres. Ça, c'est encore plus dingue. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un photographe qui vient me dire ben, « ça serait bien que tu me trouves de l'argent pour un livre chez X », c'est moi, agence, qui ai déjà mes problématiques d'agence et mes difficultés, qui doit, pour un X,
aller chercher de l'argent. Donc on est vraiment sur un système où on n'est pas fautifs les uns et les autres. On fait comme on peut avec l'économie qu'on a. Mais il y a vraiment un besoin de régulation de tout ça, encore plus dans les agences photo, parce que nous, on est des agences photo et on n'est pas des agences de presse. Hein. Donc les agences de presse françaises bénéficient d'un tas d'aides auxquelles nous, on n'a pas le droit, bien qu'on fournisse quand même de l'information. Si on regarde, par exemple, la dernière commande, c'est pas une commande, mais l'appel, la grande commande qui va être passée, si... Nouveau Monde. À des photographes. Aux photographes, pardon. Il y a une liste d'agences de presse qui peuvent participer. Il y a, alors je ne sais pas si c'est Cheval Agence, mais enfin en gros il y a des agences qui sont sur des terrains hyper limités, qui font de l'information, mais qui ne parlent pas de société, qui vont pouvoir participer, alors que nous qui produisons de l'information et des documents de société en permanence, on ne peut pas y participer parce qu'on n'a pas ce statut d'agence de presse. Donc nous, on a demandé dans nos dialogues... Je vais me permettre de te corriger par rapport à ça, Frédéric. Ouais. Enfin, peut-être, tu vas m'aider à comprendre. Il faut et juste dans nos dialogues avec Laurence Franceschini, et je vais m'arrêter sur ça, puisque Laurence Franceschini a interrogé le CLAP, et je parle aussi en tant que représentante du CLAP, nous, on a demandé une chose qui pour nous est extrêmement importante, c'est qu'on ait un nouveau statut, c'est-à-dire que ces agences photo dont font partie, alors moi, je pense Myop, Tendance Floue, enfin toutes ces agences qui ont des artistes, mais aussi ont des gens qui produisent de l'information, puissent avoir un nouveau statut qui nous permettent d'obtenir aussi des aides, qui sont des aides que parfois on donne à la presse, parce qu'on produit de l'information, et il faut le reconnaître, même si maintenant le marché a tellement changé qu'effectivement on ne fait pas 50% de nos bénéfices sur de la presse papier, mais sur des tas d'autres choses qui permettent de diffuser l'info avec de la photographie documentaire. Merci Frédéric. Alors, on travaille à tout ça, malheureusement on n'a pas de baguette magique. Simplement sur la grande commande, vraiment il faut lire le règlement attentivement, mais c'est destiné à tous les photographes qui travaillent avec la presse, qu'ils soient membres d'agences de presse, qu'ils aient eu des publications dans les 4 ou 5 dernières années, ne serait-ce qu'une publication dans la presse, ou qu'ils sortent d'une école d'art avec une spécialité photographie. Donc c'est vraiment on a essayé vraiment d'étirer quand même l'appel le plus largement possible. Non, mais je veux pas qu'on véhicule aussi de fausses informations sur cette commande, c'est trop facile. Et vraiment, on s'est arraché les cheveux sur un règlement qui est le plus ouvert possible, encore une fois, même si elle est adressée aux photographes de presse, puisqu'elle émane d'un financement qui était dans le cadre du plan de relance pour les journalistes, duquel on a extirpé 5 millions d'euros pour les photographes journalistes, photographes de presse. Voilà. À l'intérieur de ça, on a essayé de tricoter un règlement qui était le plus ouvert possible pour permettre justement à un maximum de photographes de postuler. Oui, mais tu disais que ça ne s'adresse qu'à des agences de presse, ce qui est faux. Moi, si je... Mais vous pouvez participer de façon collective également. C'est dans le règlement, encore une fois. Relisez. Voilà. Une dernière question pour monsieur, Moi, peut-être. c'était juste une remarque, si je voulais me permettre de dire merci beaucoup pour cet échange, très instructif. Et je me demande si, d'emblée, le constat est celui d'une scène photographique française qui serait en mourance, faible, fragile. Est-ce qu'il n'y aurait pas une hubris française, une sorte de démesure française à considérer que la place de la photo française, comparativement à celle de la place d'autres scènes photographiques, est insuffisante? Parce que je veux dire, on compare Irving Penn et Denis Briat, on compare les États-Unis et la France, le poids économique de la France et des États-Unis n'est pas le même. Est-ce que la place de la France dans la scène photographique mondiale, elle n'est pas tout à fait, enfin, elle est, je pense, pas inadéquate? Est-ce qu'il n'y a pas un peu un symptôme, je dirais Louis XIV, à considérer que la place de la France est celle d'être reine du monde, et la place des artistes. Et que moi, ça, c'est une de mes remarques. Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas une hubris française sur la place de cette scène qui au fond, n'est pas si mal? Et je pense que les institutions, on les a beaucoup critiquées ce soir. Est-ce qu'elles font pas un travail formidable? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce que je pense, à l'instar de beaucoup de pays, de beaucoup de photographes dans d'autres pays, n'ont pas ces institutions? Donc voilà, peut-être avoir un peu de gratitude sur la situation qui est la nôtre. Et enfin, une autre remarque, c'est que la scène photographique, depuis l'apparition du numérique, elle est caractérisée par une atomisation croissante, par un morcellement, par une explosion du nombre de photographes. Et peut-être qu'il faut attendre un peu de temps pour que tous ces phénomènes, qui est relativement récente à l'échelle de l'histoire de la photographie, et peut-être qu'il faut attendre un peu de temps pour que ce phénomène d'atomisation se tasse et que cette scène peut-être se structure un peu plus. Est-ce
que l'un de vous veut répondre. En fait, je crois que la scène était bien structurée justement au moment où, dans les années 80, les institutions commencent à éclore et le ministère de la Culture a été fort aussi, notamment sous Jack Lang, et qu'au contraire, je crois qu'à cause de la mondialisation, ou du fait de la mondialisation et de la globalisation, on a tendance à atténuer, je pense, la présence de nos artistes français dans les institutions, parce que justement, on veut être présent à l'international et agir à tous les niveaux. Oui, les institutions font un travail remarquable. Oui, elles nous font découvrir de grands artistes. Encore une fois, je pense que ce n'est pas suffisant. Mais c'est mon point de vue d'être à 25% de présence d'artistes français dans les grandes institutions. Je pense que ce n'est pas suffisant quand on a 80%, voire plus de financement public. Merci. Merci à tous. Merci à vous et à très bientôt.